Mes parents ont décidé que mon appartement devait revenir à mon neveu parce qu'il allait se marier. Sans me demander mon avis, ils lui ont donné mon double des clés et m'ont dit que je n'avais qu'à squatter leur canapé. Ton neveu récupère ton appartement. Il va se marier, a dit mon père, comme s'il annonçait le dessert. Nous étions dans la cuisine un dimanche soir, à 18h12. Ma mère laissait le four ouvert, la chaleur lui fouettant le visage, faisant exprès d'avoir l'air occupé. Mon frère Christophe s'appuyait sur le comptoir avec ce sourire détendu qu'ont les gens qui ont déjà dépensé votre argent dans leur tête. Mon père tenait un petit trousseau de clés. Mes clés, sans aucune subtilité, ce même double que j'avais confié à mes parents pour les urgences 3 ans auparavant, quand j'avais acheté le logement. Christophe a tendu la main pour les prendre comme si elles lui appartenaient. Ma mère affichait un sourire exagéré. Tu pourras squatter notre canapé pendant quelque temps, a-t-elle ajouté, en me regardant comme si je devais être fier de me faire expulser de chez moi. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas demandé pourquoi mon nom n'avait même pas été mentionné dans cette décision concernant mon propre bien. Je suis allé jusqu'à ma voiture et je suis retourné à mon restaurant, les mains fermes sur le volant, mon esprit faisant déjà ce qu'il fait toujours, l'inventaire des leviers d'action, qui a accès à quoi. À 19h03, je me suis garé sur le parking arrière, je me suis assis dans ma camionnette et j'ai ouvert une note sur mon téléphone, changement des accès, gestionnaire de confiance, verrou, documentation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de cesser d'être leur filet de sécurité. 2 jours plus tard, à 9h18, Christophe et mon neveu Clément sont arrivés avec un camion de déménagement, et mon gestionnaire d'immeuble les a arrêtés net. Messieurs, a-t-il dit, aussi calme qu'un bibliothécaire, cette propriété appartient à une fiducie. Vous êtes en infraction pour violation de domicile. À 9h26, mon téléphone a commencé à saturer d'appels. À 9h27, mon père a laissé un message vocal qui commençait par un cri et se terminait par « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et à 9h28, j'ai fixé mon écran et j'ai réalisé une chose toute simple. Dans leur version de l'histoire, j'étais l'obstacle. Dans la mienne, j'étais le propriétaire. Pas de la vengeance, juste des limites. Je m'appelle Sébastien. J'ai 41 ans. Je suis chef de cuisine, ce qui signifie que je travaille pendant que tout le monde mange, fait la fête, se détend ou fait semblant que ses choix n'ont pas de conséquences. Je suis chef exécutif pour un groupe de restauration de taille moyenne en ville. 6 établissements. Je gère 2 cuisines et je conseille le développement des menus pour les autres. Mon titre est ronflant. Mon travail ne l'est pas. Mes journées commencent à 9h30 et se terminent lorsque la dernière liste de préparation est bouclée, que la ligne de cuisine est propre et que la dernière question rapide a trouvé sa réponse. Je suis le gars qui sait où se trouve la boîte de gants de réserve et comment réparer la chambre froide quand elle commence à faire un bruit anormal. En dehors du travail, je suis le gars des tableurs Excel, celui qui lit les contrats, celui qui configure les prélèvements automatiques, celui qui pense que si l'on planifie mieux, on s'évitera bien du stress. Et dans ma famille, cela s'est traduit par un rôle bien précis. Je n'étais pas Sébastien. J'étais, Sébastien va s'en occuper. Christophe a 2 ans de moins que moi. Il est charmant par intermittence. Il excelle dans les grandes promesses et brille par son incapacité à les tenir. Il s'est retrouvé, entre 2 opportunités, tellement de fois que c'est pratiquement devenu sa marque de fabrique. Clément est le fils de Christophe. Il a aujourd'hui 24 ans. Ce n'est pas un mauvais bougre dans le fond, mais il a grandi en regardant son père se faire constamment secourir. Alors pour lui, être secouru semble normal, comme la gravité. Mes parents nous aiment tous les deux, je le crois sincèrement. Mais ils n'en respectent qu'un seul. Devinez lequel. À 33 ans, j'ai divorcé. Rien de dramatique, pas d'infidélité, juste un éloignement progressif, des vies devenues trop différentes. J'ai racheté la part de mon ex-femme dans notre appartement et j'ai déménagé dans un endroit plus petit, au-dessus de mon premier restaurant. 1 an plus tard, j'ai acheté un petit immeuble de 4 appartements, une de ces vieilles bâtisses en briques avec des escaliers qui grincent et des fondations solides. Ce n'était pas luxueux, c'était astucieux. Prix d'achat, 612 000 €. Apport personnel, 122 400 €. Prêt immobilier, 489 600 € à un taux fixe de 3,75% sur 30 ans.
Mensualité avec assurance et taxes, 2 986,14 €. 3 appartements étaient loués. J'en ai gardé un vide, comme option pour l'avenir. Un bureau, un pied-à-terre pour les moments où la rumeur du restaurant me fatiguerait, un endroit où le silence était permis. Cet appartement vide est devenu le point de mire de l'imagination de ma famille. Quand je l'ai acheté, mon père m'a tapé sur l'épaule en disant « Regarde-toi. Te voilà installé ». Ma mère a dit « Tu es tellement responsable ». Christophe a ajouté « Mec, ça doit être sympa d'être à l'aise ». Cela a commencé doucement, comme toujours. Est-ce que Clément peut squatter là-bas pour un week-end? Il a un entretien d'embauche. Il n'a pas les moyens de se payer un hôtel, juste jusqu'à lundi. J'ai dit oui. J'ai donné à mes parents un double des clés pour les urgences parce que mon père aimait bien passer vérifier l'état des lieux et que cela me semblait plus simple que de me disputer. Le premier week-end s'est transformé en 3 semaines. Puis Clément a trouvé un nouveau travail et a eu besoin d'un mois pour économiser. Ensuite, Christophe s'est disputé avec sa petite amie et a eu besoin de faire le point. Et à chaque fois, mes parents présentaient la chose de la même façon, la famille s'entraide, ce qui semble noble jusqu'à ce que l'on réalise que cela ne circule que dans un seul sens. Au début, cela ne me dérangeait même pas d'aider. Je ne suis pas de marbre. J'ai préparé des repas supplémentaires pour le personnel quand la voiture de l'un d'eux a été saisie. J'ai payé la facture de téléphone d'un plongeur parce que son enfant avait besoin d'une opération et qu'il paniquait. Aider n'est pas mon problème. C'est le sentiment que tout leur est dû qu'il est. La première véritable fêlure est apparue un jeudi de mars, au hasard. J'ai reçu un appel à 22h47 alors que je fermais la cuisine. La voix de Christophe était d'une désinvolture exagérée. « Salut, un petit truc rapide. Clément va s'installer dans ton appartement pour quelque temps. » J'ai demandé, qui t'a dit que ça allait se passer comme ça? Un silence s'est installé, comme si j'avais posé une question bizarre. Mon père a pris le téléphone. Je lui ai dit que c'était bon. N'en fais pas toute une histoire. Ce qui m'a dérangé, ce n'était pas que Clément y loge. C'était que mon propre père parle de ma propriété comme s'il attribuait des places autour d'une table basse. Je m'y suis rendu après le service. À minuit, la porte arrière était bloquée ouverte par une poubelle. L'appartement sentait le parfum bon marché et les nouilles instantanées. Clément était sur mon canapé, ses chaussures aux pieds posées sur la table, regardant une émission bruyante. J'ai dit « Salut, je ne savais pas que tu venais ce soir. » Il n'a même pas mis l'émission sur pause. Papy a dit que c'était cool. Je me rappelle être resté là à me demander « C'est comme ça que ça marche maintenant ? Mon autorisation est facultative parce que quelqu'un d'autre l'a donnée ? » Je lui ai dit « Calmement, tu devais m'envoyer un message directement la prochaine fois. Si c'est chez moi, c'est ma décision. » Il a hoché la tête comme si je lui avais demandé de trier ses déchets. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de mon assureur immobilier, nous avons été informés de la présence d'occupants supplémentaires à l'adresse assurée. Veuillez confirmer l'occupation principale et mettre à jour la liste des locataires. Je n'ai pas mis à jour la liste parce que Clément n'était pas censé être locataire, mais quelqu'un l'avait enregistré comme tel. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a ri comme si c'était mignon. Oh, je les ai juste appelés pour m'assurer qu'il était couvert, a-t-elle dit. Tu t'inquiètes trop. J'ai ouvert mon ordinateur portable ce soir-là et j'ai créé un dossier, accès au bâtiment, occupation, capture d'écran, email, date, heure. Car voici ce que personne ne vous dit sur le sentiment d'impunité familiale, il prospère dans le flou. Rendez les choses précises, et il commence à dépérir. Puis est venue l'annonce du mariage. Clément s'est fiancé avec une femme nommée Chloé. Assez gentille. Elle travaille dans le marketing. Elle parle toujours de calendrier de projets et de tableaux d'inspiration. Il voulait un mariage dans 8 mois, ce qui est ambitieux quand on a des économies, et totalement délirant quand on n'en a pas. Christophe a commencé à m'appeler plus souvent. Sans me demander d'argent directement. Jamais directement. Cela aurait demandé de la dignité. Il posait des questions, combien ça coûte de louer une salle, d'après toi? Tu penses qu'un open bar est vraiment nécessaire? Quelle est la compte habituelle pour un photographe? Puis ma mère a commencé à m'envoyer des liens. Regarde cet endroit. N'est-ce pas magnifique? Clément mérite un bon départ dans la vie. Et puis,
comme sur des roulettes, mon père m'a sorti la phrase qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait quelque chose d'important sans l'exprimer clairement, « Eh bien, c'est toi qui as la situation la plus stable. » J'avais une règle personnelle, je ne finance pas les mariages. Je ferai un cadeau. Je serai présent. Je sourirai. Mais je ne serai pas le mécène silencieux du fantasme de quelqu'un d'autre. J'ai donc dit, je participerai sous forme de cadeau, mais je ne paierai pas pour le mariage. La voix de ma mère s'est refroidie instantanément. Nous ne te demandons pas de payer. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification de mon application bancaire. Une nouvelle demande sur mon compte, ajouter un utilisateur autorisé, Clément Legrand. J'ai fixé l'écran comme s'il s'agissait d'une mauvaise blague. J'ai immédiatement appelé ma banque. Le conseiller semblait inquiet. Monsieur, quelqu'un a tenté d'ajouter un utilisateur en répondant à vos questions de sécurité personnelle. Ils avaient le nom de jeune fille de ma mère. Ils connaissaient ma première voiture. Ils connaissaient la rue où j'avais grandi, car ma famille possédait ces informations. J'ai tout changé ce soir-là. Mot de passe, question de sécurité, double authentification. J'ai fait geler mon dossier de crédit. Je ne leur ai rien dit. Pas encore. Parce que le schéma était désormais évident. Ce n'était pas qu'ils oubliaient de me demander. Ils testaient les limites de ce qu'ils pouvaient s'approprier sans mon consentement. Et si je ne fixais pas de limites, elles seraient tracées à mes dépens. L'appartement est devenu le sujet de discussion de chaque réunion de famille. Le 14 juillet, ma tante m'a demandé, « Alors, Sébastien, tu es content d'accueillir les jeunes chez toi ?» J'ai répondu, « Les jeunes ?» Ma mère est intervenue aussitôt, « Oh, tu sais, Clément et Chloé vont probablement commencer par s'installer là-bas, le temps de se poser. » Je l'ai regardée. Ce n'est pas ce qui est prévu. Elle a cligné des yeux, vexée. Eh bien, c'est logique pourtant. C'était encore là. C'est logique. Pas de « pouvons-nous en parler ?» Pas de « accepterais-tu d'y réfléchir ?» Juste « c'est logique. » Dans leur version de l'histoire, mes ressources étaient des ressources familiales. Dans la mienne, mes ressources étaient le résultat de semaines de 70 heures de travail, de mains brûlées, de week-ends manqués et du fait d'avoir dit non à des choses auxquelles ils avaient dit oui. Cette érosion n'était pas seulement financière. Elle était personnelle. C'était la façon dont mon père me présentait aux gens, « Voici Sébastien. Il possède un immeuble. » Et non pas, « Voici Sébastien. Il est chef cuisinier. » Comme si cet immeuble était mon identité. Comme si cet immeuble était la seule raison pour laquelle j'étais utile. C'était la façon dont Christophe parlait de l'appartement comme s'il lui était déjà attribué. On va le repeindre après le mariage. On achètera de nouveaux meubles. On changera les serrures. Il avait dit cette dernière phrase mine de rien lors d'un brunch. J'ai posé ma fourchette. Pourquoi changerais-tu les serrures? Christophe a souri. Pour la sécurité, tu sais, un nouveau chapitre. Ma mère a hoché la tête. C'est normal, mon chéri. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas cruel. J'en avais simplement fini. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond en me repassant les conversations comme s'il s'agissait d'enregistrements de vidéosurveillance. Combien de fois avais-je confondu l'assurance avec de l'amour? Combien de fois avais-je qualifié de « complicité familiale » ce qui n'était en réalité qu'un droit d'accès? À 4h47, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai sorti les documents de propriété. C'est là que j'ai trouvé le levier que j'avais ignoré jusqu'alors. L'immeuble n'était pas géré par une fiducie complexe. Il était entièrement à mon nom, ce qui signifiait que l'accès de ma famille reposait uniquement sur des clés et des suppositions. Des clés que je pouvais changer, des suppositions que je pouvais briser. Le lundi, j'ai rencontré une avocate nommée Véronique, spécialisée dans l'immobilier et la protection des actifs. Je suis venu avec un dossier, un vrai classeur imprimé avec des intercalaires, titres de propriété, hypothèque, contrat d'assurance, email concernant l'occupation, capture d'écran de la demande d'utilisateur autorisé. Et une photo du trousseau de clés de rechange dans la main de mon père ce dimanche-là. Car oui, mon cousin l'avait publié sur Facebook avec la légende « La famille s'entraide ». Véronique a tout examiné, puis m'a regardé. « Vous n'êtes pas ici parce que vous les détestez » a-t-elle dit. «
Vous êtes ici parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la propriété. J'ai expiré comme si j'avais retenu mon souffle depuis 1 an. Nous avons mis en place une fiducie, non pas pour dissimuler des actifs ou faire quoi que ce soit de louche, mais parce que je voulais que l'immeuble soit géré comme un actif professionnel, et non comme une multipropriété familiale. La fiducie immobilière Legrand. Oui, mon nom de famille est Legrand. Non, je ne suis pas particulièrement pride de la solennité de ce nom. Le fiduciaire était une société de gestion professionnelle avec laquelle Véronique travaillait. Le bénéficiaire, c'était moi. Le gérant, mon agence de gestion immobilière habituelle. Nous avons mis à jour le contrat et rédigé des règles formelles, aucune occupation sans bail écrit, aucune clé distribuée sans l'accord du fiduciaire, aucun séjour temporaire de plus de 72 heures sans enregistrement. Toute tentative d'intrusion forcée déclenche une plainte pour violation de domicile. J'ai ensuite appelé mon gestionnaire d'immeuble, Mathieu. Mathieu est le genre d'homme qui porte un polo impeccable, connaît chaque locataire par son nom et ne s'implique jamais émotionnellement. Parfait. Je lui ai dit que je devais changer les accès. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a demandé des dates et des détails. Le mercredi à 8 heures, un serrurier a changé toutes les serrures extérieures. Nouveau verrou de sécurité, nouvelle clé, nouveau système de badge pour l'entrée du bâtiment. J'ai payé 1146 €. J'ai gardé le reçu. À 8h42, j'ai reçu un SMS de ma mère, pourquoi ma clé ne marche-t-elle plus, accompagné d'un smiley. Ce smiley a crispé ma mâchoire plus que n'importe quelle insulte ne l'aurait fait. Je n'ai pas répondu. À 9h10, j'ai envoyé un email à mes parents, les clés de rechange ne sont plus valides. Veuillez ne pas tenter d'accéder à l'appartement. En cas d'urgence, contactez Mathieu au bureau de gestion. Simple, professionnel, ennuyeux. Le ton ennuyeux est le meilleur allié d'une limite claire. J'ai ensuite demandé à Véronique, qu'est-ce qui se passe s'ils se présentent quand même? Elle a répondu, dans ce cas, ils apprendront ce que signifie une violation de domicile. Je n'avais pas l'intention de les détruire. J'avais l'intention de cesser de les laisser me détruire. La confrontation était inévitable. Je voulais simplement qu'elle soit encadrée par des règles écrites, et non par l'impulsion du moment. Et je savais exactement quand elle se produirait, car le calendrier du mariage de Clément imposait une échéance. Ils allaient avoir besoin de l'appartement pour s'installer, ce qui signifiait qu'ils l'annonceraient publiquement pour me mettre au défi de m'y opposer. J'ai donc planifié ce moment comme je planifie un service de table du samedi soir, tout préparé, tout étiqueté, garder le contrôle de la température. La scène s'est produite plus tôt que prévu. 2 jours après le changement des clés, chez mes parents, Christophe m'a appelé. Il n'a même pas fait semblant de prendre de mes nouvelles. « Salut », a-t-il dit, « on installe Clément dans ton appartement ce vendredi. » J'étais debout dans mon bureau au restaurant, les yeux fixés sur le calendrier des préparations. J'ai dit, « Non, vous ne ferez pas ça. » Il a ri comme si j'avais raconté une blague. « Mec, papa a déjà dit oui. » J'ai marqué une pause. Pas pour l'effet dramatique, mais pour m'assurer de garder une voix parfaitement calme. Christophe, papa n'est pas le propriétaire. Son ton est devenu plus agressif. Donc tu vas vraiment faire ça à ta famille? J'ai répondu, je ne fais rien à personne. Je gère mon bien. Il a raccroché. Le vendredi matin à 9h18, Mathieu m'a appelé. Sébastien, a-t-il dit, il y a un camion de déménagement devant l'immeuble. 2 hommes, l'un d'eux affirme être le père du locataire. J'ai demandé, ont-ils un bail? Mathieu n'a pas hésité une seconde. Non. J'ai dit, alors, appliquez le protocole. Je l'ai entendu expirer. Compris. Je suis resté en ligne. J'entendais des voix en arrière-plan. La voix de Christophe, forte et impérieuse. Celle de Clément, nerveuse, essayant de calmer le jeu. Une troisième voix, celle de mon père, arrivée en retard et agissant comme s'il menait la danse. Puis la voix de Mathieu s'est fait entendre, calme et limpide, « Messieurs, cette propriété appartient à une fiducie. Je ne peux pas autoriser l'accès sans autorisation écrite. Vous êtes en infraction de violation de domicile. » Christophe s'est emporté, c'est l'immeuble de mon frère. Il a dit qu'on pouvait. Mathieu l'a coupé, sans impolitesse, mais fermement, j'ai les instructions écrites du fiduciaire. Si vous ne partez pas,
j'appelle les forces de l'ordre pour signaler une violation de domicile. Puis la voix furieuse de mon père s'est fait entendre, passez-moi Sébastien au téléphone. Mathieu a répondu, il n'est pas tenu de vous parler. Mon téléphone a vibré. Des appels, des messages vocaux, des SMS. Mon père, appelle-moi immédiatement. Ma mère, qu'est-ce qui se passe? Christophe, tu es vraiment un grand malade. Je n'ai pas répondu pendant que j'étais encore en ligne avec Mathieu. J'ai attendu que le camion de déménagement commence à faire marche arrière. Mathieu m'a dit doucement, ils s'en vont. J'ai répondu, merci. Merci de m'envoyer le compte rendu de l'incident par email. Déjà en cours de rédaction, a-t-il répliqué. À 10h06, mes parents ont débarqué à mon restaurant. Pas dans la salle de restauration. Ils sont passés par l'arrière, comme s'ils possédaient également les lieux. Ma sous-chef, Delphine, m'a regardé avec cette expression qui voulait dire « Est-ce qu'on doit appeler la sécurité ?» Je lui ai dit « Donne-moi 5 minutes. » Nous sommes allés dans mon petit bureau. Mon père ne s'est pas assis. Il se tenait debout devant mon bureau comme s'il s'apprêtait à me licencier de ma propre vie. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé de savoir. J'ai répondu « J'ai protégé ma propriété. » Les yeux de ma mère étaient déjà embués de larmes. « Sébastien, pourquoi es-tu comme ça ?» Cette phrase, « Pourquoi es-tu comme ça ?» Comme si je m'étais réveillé un matin en décidant de devenir difficile pour le plaisir. Christophe a fait irruption derrière eux. Clément n'était pas là. Garçon intelligent. Christophe m'a pointé du doigt, « Tu as humilié papa devant tout le monde. » Je l'ai regardé. Personne n'a été humilié. On les a simplement empêchés de pénétrer dans un bien qui ne leur appartient pas. Mon père a frappé du poing sur mon étagère à livres. Pas violemment, mais bruyamment. Nous t'avons élevé. A-t-il dit. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Je me suis adossé à ma chaise. Ce qui m'a dérangé, ce n'est pas que vous demandiez de l'aide, ai-je dit. C'est que vous donniez quelque chose qui ne vous appartient pas. Ma mère a chuchoté, ce n'était qu'un appartement. J'ai hoché la tête. Exactement, ce n'était qu'un appartement, et vous n'avez même pas été capable de respecter une seule limite à ce sujet. Christophe a ricané, et alors? Tu as créé une fiducie maintenant? Tu te prends pour un milliardaire? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier. Véronique m'avait conseillé de faire simple. C'est ce que j'ai fait. J'ai glissé une page sur le bureau. L'attestation de fiducie. Puis une autre. Le contrat de gestion immobilière. Puis une autre encore. L'avis de protocole pour violation de domicile. Les yeux de mon père ont suivi les documents, son visage a changé lentement. Ce n'était pas de la culpabilité, ni de la compréhension, mais du calcul. Ma maman a lu la première ligne et a levé les yeux. Tu as fait ça dans notre dos. J'ai dit, je l'ai fait parce que vous preniez des décisions dans le mien. Christophe a eu un rire sec. C'est mesquin. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas mesquin, c'est structuré. Mon père a tenté une autre approche, plus douce. Sébastien. Clément commence sa vie. Tu as 4 appartements. Tu n'utilises même pas celui-là. J'ai répondu, je ne dois mon espace inutilisé à personne. La voix de ma mère s'est brisée. Alors, où sont-ils censés aller? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas débattu de leurs options. J'ai simplement dit la vérité, ils n'ont qu'à louer un logement comme des adultes, où vous pouvez les aider. Tu as proposé ton canapé. Christophe a répliqué sèchement, c'était temporaire. Je l'ai regardé, tout comme le séjour de Clément dans mon appartement, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Silence. La mâchoire de mon père s'est crispée. Dans notre famille, on ne règle pas les choses par des menaces juridiques. J'ai gardé un ton monocorde, dans ma vie, je fais de la paperasse quand les gens n'écoutent pas les mots. Christophe s'est penché en avant. Donc tu vas vraiment laisser ton neveu commencer sa vie de marié sur un canapé? J'ai croisé son regard, calme, serein. J'ai dit, alors, va le rejoindre. Il a cligné des yeux comme s'il n'avait jamais entendu quelqu'un dire non sans s'excuser. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte de mon bureau. Nous avons terminé, ai-je dit. Ne venez plus jamais sur mon lieu de travail. Si vous voulez parler,
écrivez-moi un email. Mon père m'a fixé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être que c'était le cas, car l'ancienne version de moi aurait cédé sur le champ. Mais je n'étais plus cet homme-là. Pas de la vengeance, juste des limites. Les 72 heures suivantes ont ressemblé à un florilège de manipulations. La colère, d'abord. Christophe m'a envoyé 23 SMS d'affilée, tu es mort pour moi. La tension de papa est montée à cause de toi. Tu t'es toujours cru supérieur à nous. Tu pourrais régler ça en un seul coup de fil. Puis la culpabilité. Ma mère a laissé un message vocal à 23h38, chuchotant comme si elle se trouvait dans un hôpital, je ne sais plus qui tu es, Sébastien. Puis la pitié. Mon père m'a envoyé par email une photo de lui assis à la table de la cuisine avec un mot écrit à la main, la famille est tout ce que nous avons. Pas d'excuses, pas de prise de conscience, juste un slogan. Ensuite, la campagne de dénigrement subtilement déguisée en sollicitude. Ma tante m'a envoyé un message, est-ce que tu vas bien? Ta mère dit que tu fais une dépression. J'ai répondu en une seule phrase, je vais très bien. S'il te plaît, ne me contacte pas à ce sujet. Mathieu m'a envoyé le rapport d'incident par email, daté et objectif, 2 individus ont tenté d'accéder au lieu sans bail. Ont refusé de partir au départ. Sont partis après énonciation du protocole d'intrusion. Véronique m'a envoyé un suivi, bon travail pour être resté calme. Ne vous lancez pas dans des débats émotionnels. Gardez tout par écrit. J'ai bloqué le numéro de Christophe pendant une semaine. Je n'ai pas bloqué mes parents, non pas par faiblesse, mais parce que je voulais conserver des preuves. J'ai répondu à l'email de mon père en 3 lignes, je ne discuterai pas de cela en personne. L'appartement n'est pas disponible. Si vous tentez à nouveau d'y pénétrer, la société de gestion déposera une plainte. C'était tout. Pas de débat, pas de plaidoyer émotionnel, car ils voulaient un conflit qu'ils auraient pu raconter à d'autres. Ils voulaient que j'aie l'air instable, cruel, dramatique. Je ne leur ai rien donné. À un moment donné, Clément a fini par me contacter. Un seul SMS. Le mardi à 14h14. Oncle Sébastien, est-ce qu'on peut parler? Juste toi et moi. J'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon restaurant. Il est venu seul, l'air fatigué, sans colère, juste confus et embarrassé. Il a dit, je ne savais pas qu'il s'y prenait comme ça. Je l'ai cru. Je lui ai dit, si tu cherches un endroit, je t'aiderai à en trouver un. Je relirai même ton bail. Je te dirai quelles sont les cautions habituelles, quels frais sont des arnaques, mais on ne commence pas un mariage en prenant quelque chose qui ne nous appartient pas. Il a déglouti. Papa a dit que tu avais promis. J'ai répondu, j'ai promis à tes grands-parents un double des clés pour les urgences. C'est tout. Il a hoché la tête lentement, comme un enfant réalisant que l'histoire qu'on lui avait racontée était fausse. Est-ce que tu coupes les ponts avec tout le monde, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. J'ai dit, je coupe les accès, pas l'amour. S'ils arrivent à respecter cela, nous pourrons avoir une relation. Il n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit doucement, je ne pense pas qu'il sache comment faire. C'était peut-être la chose la plus triste qui ait été dite dans toute cette histoire. 9 mois plus tard, l'immeuble est toujours mien, toujours aussi tranquille, toujours aussi solide. La fiducie fonctionne parfaitement. Les locataires paient leur loyer via le portail en ligne. Les demandes d'entretien sont gérées sans que ma mère reçoive d'appels téléphoniques. J'ai rénové l'appartement vide pour en faire un petit bureau et un endroit où décompresser après de longues gardes. Un nouveau bureau, un canapé simple, un tourne-disque bon marché acheté en ligne pour 85 €. Je m'y assois certains soirs avec une bière et je laisse le silence être le silence. Mes finances sont également plus saines. Pas de ligne budgétaire d'aide familiale déguisée en gentillesse. Pas de demande d'accès imprévue. Pas d'appel de panique pour combler un trou à la fin du mois. Christophe et moi ne nous parlons plus. C'est son choix. Mes parents m'envoient parfois un message neutre sur la météo ou les fêtes, comme s'il ne s'était rien passé. Dans leur version de l'histoire, je les ai trahis. Dans la mienne, j'ai cessé de participer à un système où mon rôle était d'être une ressource, et non une personne. Voici ce que j'ai appris concrètement. Si quelqu'un peut donner ce qui vous appartient sans vous le demander, c'est qu'il ne considère pas que cela vous appartient. Et s'il ne considère pas que cela vous appartient,
il ne le respectera pas tant que des documents administratifs ne l'y contraindront pas. Je ne suis pas fier d'en être arrivé là. Mais je suis fier de ne pas avoir explosé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas joué la comédie. J'ai simplement changé les serrures, changé la structure, et j'ai continué à mener ma vie professionnelle et personnelle, un jour après l'autre. Pas de la vengeance, juste des limites.